Vous les avez vus? Vous les avez entendus? Voilà comment on applaudit en langue des signes. On lève haut les mains au-dessus de la tête, on tape fort des pieds et tout le corps doit vibrer. Alors ce que je vous propose, on va tous ensemble applaudir très fort en langue des signes. Allez-y! Vous êtes impressionnants, vraiment. Donc, tout à l'heure, quand je suis arrivée, je me suis présentée en langue des signes. Mais je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait juste un petit groupe là-bas qui me comprenait. Mais pas vous. Alors bon, pour plus de compréhension, je crois que je vais poursuivre à l'oral. Il y a très longtemps, lorsque j'ai commencé à apprendre la langue des signes, j'ai tout de suite adoré cette langue. Et j'ai plongé avec bonheur dans le monde des sourds. Et j'étais tellement heureuse et fière de ma découverte que je voulais la partager autour de moi. Et très régulièrement, on me posait la même question. Mais pourquoi tu apprends la langue des signes? Est-ce que tu as un parent sourd? Tu as un ami sourd? Je sais, tu as un amoureux sourd. Quelle question intrigante. Non, je n'ai pas de parents sourds. Non, je n'avais pas d'amis sourds. Et non, je n'avais pas d'amoureux sourd. Je voulais simplement apprendre la langue des signes comme n'importe quelle autre langue. Faut-il avoir de la famille en Espagne pour apprendre l'espagnol? Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit de la langue des signes, faut-il se justifier? Je ne suis pas sourde. Je ne suis pas malentendante. Et pourtant, j'ai appris la langue des signes et je trouve cette langue captivante et épanouissante. La langue des signes est iconique, gestuelle, sensorielle, spatiale, non orale. Tous ces termes semblent complètement abstraits pour une personne qui ne connaît pas la langue des signes. Pour parler, on se sert de mots que l'on place les uns derrière les autres. C'est une suite linéaire. Pour signer, on se sert des signes, du corps, du visage, du mouvement, de l'expression. C'est un ensemble en 3 dimensions. Prenons un exemple. À l'oral, nous dirions « L'homme est derrière la porte ». L'élément central de la phrase, c'est l'homme. Eh bien, en langue des signes, c'est tout l'inverse. Nous signerons d'abord la porte et nous placerons l'homme derrière. Parce que visuellement, nous voyons d'abord la porte. C'est logique et simple. Et c'est peut-être ce qu'il y a de piégeant dans la langue des signes. Au début, lorsqu'on commence à apprendre la langue des signes, on est presque un peu euphorique parce qu'on arrive assez facilement à avoir quelques rudiments de langue des signes. On peut dire bonjour, ça va, merci, on épelle fièrement son prénom dans la dactylologie, l'alphabet de la langue des signes. Mais rapidement, ça se complique. L'espace linguistique devant soi est infini et offre des milliers de possibilités qui donnent le vertige. La langue des signes est d'une richesse insoupçonnable. Prenons l'exemple de la conjugaison. Pour conjuguer, j'ai besoin de mon épaule. Le passé, le présent, le futur. Au mouvement, je vais associer le regard. Le regard est essentiel en langue des signes. Le regard lie, dirige, anime. Donc quand je vais évoquer le passé, mon regard va suivre mon épaule vers le passé. Et plus je vais évoquer un passé lointain, plus mon regard va aller loin derrière. Et inversement, lorsque je vais évoquer le futur, mon épaule va aller vers devant, mais tout mon corps va aller vers le devant. Et plus je vais évoquer un futur lointain, plus mon regard va aller loin. Il y a un sentiment d'authenticité dans la langue des signes. On se connecte à l'autre par le regard. Et c'est cette promiscuité qui rend la langue des signes unique, sans égal avec aucune autre langue. Mes yeux sont mes oreilles. Pour communiquer, je dois regarder.
Je ne regarde pas. Je ne communique pas. Et c'est ce qui rend la relation avec les sourds unique et sincère. Lorsqu'on communique, on est plus proche de l'autre. On se frôle, on se touche, on se dévoile. Parler avec son corps, c'est aussi accepter d'être plus vulnérable. Pour nous, les entendants, ça peut être déstabilisant, l'approche de cette langue. Peut-être difficile d'accepter le regard de l'autre et d'adopter une certaine forme de silence dans la communication où l'oral n'a pas lieu d'être. La langue des signes pousse parfois à aller au-delà de ses limites et à se mettre à nu. Il peut être difficile d'accepter le silence en langue des signes et surtout de parler d'une façon sincère. Si on veut mentir en langue des signes, ça peut être compliqué. Le corps parle et exprime des vérités que l'oral souhaite cacher. Omettre, oui, mais mentir, je vous le déconseille vivement. Le saviez-vous? La langue des signes n'est pas universelle. Il existe 121 langues des signes. En France, il s'agit de la langue des signes française. Et oui, la logique de la création d'une langue est la même partout. Locale, culturelle, spécifique. Mais à partir du moment où vous maîtrisez une langue des signes, il vous sera beaucoup plus facile de communiquer dans une autre langue des signes. Un sourd français et un sourd chinois vont avoir une base linguistique et gestuelle commune et pourront rapidement communiquer et se comprendre, bien plus facilement qu'un français et qu'un chinois. L'iconicité des signes facilite d'ailleurs la communication. Par exemple, l'action de manger. En Asie, on utilisera les baguettes. En Afrique ou en Inde, la main. Et en Europe, la fourchette. Nous avons tous en nous une communication gestuelle et non orale, mais nous ne savons plus comment l'utiliser. Petit, notre éducation nous contraint à limiter nos mouvements, à contrôler l'expression de notre visage. Qu'est-ce que c'est que cette grimace? Oh, mais tu vas arrêter de gesticuler? Alors qu'en langue des signes, c'est tout l'inverse. Les expressions du corps et du visage sont essentielles. Le lâcher-prise est primordial pour rentrer dans le monde des sourds. Les sourds ont une autre approche du monde. Ils ont un rapport aux gens, un rapport au corps, qui est différent de nous. Pour eux, la langue des signes est une évidence, c'est la langue naturelle. Ils revendiquent l'appartenance à une communauté, avec des valeurs, des codes, un humour, une langue, une culture sourde. Pour nous, c'est un monde inconnu, car malheureusement, la problématique de la communication est essentielle. Comment les comprendre lorsqu'on ne connaît pas leur langue? Et c'est ce qui tend à les rendre, à nos yeux, mystérieux et invisibles. Si proches de nous et si lointains, à côté de nous et si inaccessibles. Et pourtant, lorsqu'on a la chance de les connaître, c'est une communauté joyeuse et fière de sa différence, revendiquant sa singularité et rejetant les termes de handicap ou de déficience. Ce postulat interpelle le corps médical. Il faut les soigner, il faut les réparer, il faut les appareiller. Il faut les changer et leur rendre une audition qu'ils ne souhaitent pas avoir. Et c'est cette opposition entre fierté et singularité d'un côté et déficience et manque de l'autre qui tend les relations entre les sourds et les entendants. Mais ce que les sourds demandent, c'est que nous apprenions leur langue pour communiquer avec eux, pour apprendre à les connaître et à les accepter dans leur surdité. Comme le souligne Bernard Mottez, célèbre sociologue et écrivain français, la surdité est un handicap partagé.
Handicap qui n'existe pas lorsque les sourds sont entre eux. Handicap qui apparaît lors de la rencontre d'un sourd et d'un entendant, et qui pose problème autant au sourd qu'à l'entendant, puisque c'est un handicap de communication. Je me souviens encore, avec émotion, de mes premières fêtes de sourds, où moi, seule entendante, j'essayais de comprendre les conversations. À votre avis, c'était qui l'handicapé ? Avant de vous quitter, j'aimerais vous apprendre un signe. Alors je vais vous demander tous de le faire avec moi. Vous mettez vos mains comme ceci. C'est la Guadeloupe. Un grand merci pour votre écoute.